Un des grands problèmes de l'heure en sciences et en philosophie, c'est le problème de la conscience. Comment se fait-il que nous soyons conscients du monde qui nous entoure et de nous-mêmes? Alors on sait bien entendu, et surtout depuis un siècle et demi, que cela a rapport avec notre cerveau, en tout cas plus qu'avec nos pieds, et c'est ce que je vais essayer de résumer dans une première partie de mon exposé. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose, évidemment surtout à nous qui sommes présents ici, c'est quel est le rapport qui peut exister entre la conscience et le psy. Et là, ce sera l'objet d'une seconde moitié. Alors, un bon point de départ pour comprendre les idées contemporaines sur la relation du cerveau et de la conscience, c'est de partir de Descartes au XVIIe siècle. Descartes est le premier à faire une séparation extrêmement nette entre le corps, qu'il tient pour une machine, et l'esprit, qu'il estime d'une substance différente. Alors cette base est extrêmement importante parce que sur l'idée que le corps est une machine, va pouvoir se développer toutes les sciences physiologiques, biologiques, etc., sans avoir à se préoccuper du problème de la conscience. Descartes estime que les animaux sont des machines, que seuls les hommes ne sont pas des machines. Mais au bout de quelques dizaines d'années, en réfléchissant à ces questions, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés à lier les deux substances, matérielles et immatérielles, si bien que un des premiers matérialistes radicaux, Lamétrie, propose de faire l'économie de la conscience, et donc c'est le début du matérialisme radical. Alors sans être aussi radical, des médecins, physiologistes et philosophes, comme Pierre Cabanis, je vous rappelle que c'est le nom de la rue dans laquelle nous nous trouvons, a adopté cette thèse avec une formule extrêmement frappante où il dit « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ». Alors cette formule, même si on ne l'utilise plus sous une forme aussi schématique, reste à l'arrière-plan des neurosciences contemporaines, et c'est ce que je vais essayer de résumer par la suite. Alors bien évidemment, on a fait de très grands progrès au cours du XIXe siècle sur la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau. Alors une des dates importantes, c'est 1861 avec Paul Broca. Paul Broca réussit à démontrer qu'un de ses patients, qui s'appelle Tantan, qui n'arrive plus à s'exprimer de manière orale, a un défaut de son cerveau dans une aire limitée, qu'on appelle aujourd'hui l'aire de Broca, et qui est représentée ici en vert sur ce schéma. Alors c'était une double surprise à l'époque, non seulement parce qu'on démontrait ainsi que le cerveau avait des aires spécialisées, mais aussi parce que ça l'a montré que les deux hémisphères cérébraux étaient différents, alors que l'on pensait jusque-là qu'ils étaient totalement symétriques. Alors par la suite, on a pu continuer dans cette voie et attribuer des fonctions spécifiques à différentes aires cérébrales. Alors ici, j'en montre quelques-unes. La partie qui est rouge et vert et rose et rouge, là, c'est le cortex visuel. Une autre partie, c'est le cortex en relation avec les sens qui proviennent du corps et le cortex auditif. Et il y a encore d'autres aires qui sont en relation, par contre, avec nos muscles, le cortex moteur. Et vous voyez entre les deux des zones en violet qu'on appelle le cortex intégrateur, qui ne sont ni strictement sensorielles, ni strictement moteurs, et qui font l'intégration de tout cela. Alors, en particulier, les zones du cortex frontal auxquelles on attribue en général de manière très schématique ce qu'on appelle la raison et la conscience, mais il faudrait pouvoir le discuter plus en détail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, un psychologue américain nommé John Watson propose une thèse qu'il estime très rigoureuse et donc par là même très scientifique, qui consiste à ignorer complètement ce qu'on appelle la conscience et tout ce qui va avec, le plaisir, la douleur, etc. Tout ce qu'on pourrait qualifier de variables internes. Parce que, dit Watson, tout cela est strictement inobservable du point de vue d'un scientifique à la troisième personne, et on ne peut donc pas en parler, et même il va ajouter, on n'a pas le droit d'en parler en science. Et pendant 50 ans,
le terme de conscience et tout ce qui va avec sera complètement banni de la littérature scientifique. Et pour Watson, on n'a le droit que d'associer certains stimuli à certaines réponses comportementales des organismes. Alors ça a quand même des avantages, évidemment, parce que ça va permettre de développer une science rigoureuse. Mais vers 1948, un autre Américain qui s'appelle Edward Tolman a trouvé un moyen de contourner l'interdit de Watson en travaillant avec des rats qu'il met dans un labyrinthe. Et il a constaté que ces rats, même quand on leur demandait rien, étaient capables d'apprendre en fait le labyrinthe en question. Et que quand on le soumettait au test, après l'avoir laissé librement se comporter dedans, eh bien, il retrouvait très rapidement la sortie, montrant ainsi qu'il avait été capable d'apprendre ce que Tolman appelle une carte cognitive. Et vous voyez que cette notion de carte cognitive fait appel à une variable interne que l'on est capable ici d'objectiver de manière scientifique, ce qui commence à abattre la psychologie de Watson. Alors à ce grand retour des variables internes correspond en fait une nouvelle conception du cerveau, non plus comme horloge, comme du temps de Descartes et un peu après, mais du cerveau ordinateur. C'est de là que date cette métaphore. La suite des événements a confirmé que c'était la bonne voie et qu'en fait Watson avait simplement manqué d'imagination sur ce que la science était capable de faire. Alors, je vais donner un autre exemple ici avec les rotations mentales de Roger Shepard. Alors ce psychologue a, vous voyez, utilisé des figures à 3 dimensions qui sont des assemblages de cubes et qui sont des figures identiques mais avec une rotation pour passer de l'une à l'autre, avec un angle qui est variable. Et il a demandé au sujet, est-ce que les deux objets que je vous présente sont les mêmes ou pas? Et pour cela, il a pu montrer que plus l'angle de rotation qui séparait les deux figures présentées était grande, plus les sujets mettaient du temps à répondre à la question, oui, les deux objets sont les mêmes ou pas. Et là, c'est encore un autre exemple où, par une procédure scientifique, on a été capable de mettre en évidence une opération mentale et de voir que l'opération mentale que l'on met en évidence correspond à ce que les sujets racontent quand ils essayent de comparer deux objets. On fait des rotations dans notre tête. Alors, à côté de ces aspects conscients, en fait, ce qu'on appelle les sciences cognitives, de façon générale, ont aussi beaucoup mis en évidence, en fait, ce qui n'était pas conscient. Et en réalité, elles ont montré en fait une plus grande importance dans notre vie quotidienne de ce qui n'est pas conscient que de ce qui est conscient. Alors je vais vous donner simplement un exemple très concret qui va l'illustrer. Quand vous voulez prendre un verre sur une table, opération tout à fait banale que vous faites tous les jours sans jamais y penser, mais ce qu'il faut bien réaliser, et ça les roboticiens l'ont bien montré d'une manière tout à fait actuelle, que c'est une opération en fait extrêmement difficile, qu'il faut calculer exactement la force exercée par différents muscles de manière à faire une pince, vous voyez, qui va saisir au bon moment, avec la vitesse 0, à la distance 0 quand on arrive sur le verre, pour pouvoir le saisir. Et toutes ces opérations sont évidemment menées de manière totalement automatique, ce qui veut dire inconsciente. Mais une grande partie de notre cerveau s'occupe, pour nous, de faire ce genre de tâches. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la même base, on a pu mettre en évidence des interactions bizarres entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient, en particulier chez des gens qui ont des problèmes cérébraux. Alors en particulier, je vais vous donner l'exemple ici des négligences unilatérales, qui sont des patients qui tout simplement ignorent la partie gauche de leur corps et la partie gauche de leur champ visuel. Donc tout ce qui est à gauche est complètement ignoré de ces sujets. Alors vous vous doutez qu'on peut les mettre dans des situations un peu bizarres où même ils ne reconnaissent pas leurs propres bras, etc. Mais sans rentrer dans les détails, disons que c'est lié à des lésions un des lobes cérébraux que j'ai entouré ici, qui est le lobe pariétal. Alors voilà une expérience simple qui met ça en évidence. On montre à ces sujets cette double image ici, d'une maison en haut normale et en bas en flamme. Si on demande au sujet qui a
présente ce défaut de négligence unilatérale et qu'on lui demande quelle est la différence entre la maison du haut et la maison du bas, il vous dit il n'y en a pas, puisqu'il il ignore tout ce qui se passe à gauche. Donc il ne voit pas les flammes dans la maison. Par contre, si on lui demande dans quelle maison voudriez-vous vivre, dans ce cas-là, il vous dit la maison du haut. Ce qui est la preuve que quelque part dans son cerveau, l'information est quand même disponible au cerveau, mais pas à sa conscience. Donc ça, c'est un des exemples de ce qu'on appelle des dissociations à l'intérieur du cerveau entre des informations présentes, mais qui ne sont pas accessibles à la conscience. Et vous voyez que ça peut être un outil pour essayer de comprendre les mécanismes cérébraux qui sont derrière la conscience. Bon, je n'ai pas le temps d'aller au-delà de ces quelques exemples, et je vais passer aux conséquences qu'en tirent les matérialistes de toutes ces observations scientifiques. Alors, un des grands chefs de file actuels du matérialisme, c'est le philosophe Daniel Dennett. Vous pouvez assez facilement trouver ses livres, y compris en livre de poche, et où il soutient de manière très sérieuse que la conscience est une illusion. Alors, cette idée peut sembler extrêmement bizarre, d'autant qu'il prétend que les couleurs, les odeurs, les goûts, les sons, les douleurs, enfin tout ce qui appartient à notre monde subjectif, ça n'a pas d'existence réelle, que ce ne sont que des illusions, en fait il dit, des dispositions à réagir inhérentes à notre système nerveux. Et il va même jusqu'à dire que notre moi n'est qu'une fiction utile. Bon, ça peut paraître extrêmement difficile à soutenir, mais vous voyez des gens tout à fait respectables, universitaires, payés pour, soutiennent ce genre de thèse qui, à l'homme de la rue comme vous et moi, semble totalement absurde. Malgré tout, qu'on essaie d'analyser, on voit que ce n'est pas si facile de les contrer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un certain nombre d'arguments qu'on appelle le réductionnisme, que je vous ai présenté ici de manière assez schématique. Que disent les réductionnistes, qui sont la grande majorité des scientifiques, hein ? Ils disent la science, au cours de son développement historique, au cours des 3 derniers siècles, a été capable, avec beaucoup d'efficacité, de réduire la chaleur à l'énergie cinétique des molécules, la couleur à une longueur d'onde de rayons électromagnétiques, la vie à des réactions chimiques, la pensée à une machine de Turing, c'est-à-dire un ordinateur. À chaque fois, la science a été capable de réduire ce qu'on pensait être un mystère ineffable à une explication scientifique. Donc, disent-ils, par extrapolation, on va réussir à faire la même chose avec la conscience. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ces arguments, qui ont l'air très impressionnants, sont radicalement faux. En ce sens, et ceci a été bien mis en évidence, à mon avis, par Michel Bitbol, que, en réalité, ce que la science a été capable de faire, avec le succès qu'on lui reconnaît, c'est à chaque fois de réduire une propriété objective à une autre, ou une série d'autres propriétés objectives, mais jamais de réduire une propriété subjective à une propriété objective. C'est la différence entre ce que ça fait d'être et quelque chose qui est. Alors l'énergie cinétique des molécules, les longueurs d'onde, tout ça, c'est quelque chose qui est. Par contre, la chaleur, la couleur, la vie, etc., c'est ce que ça vous fait. Et ça n'a jamais été réduit en fait. Et donc, c'est simplement ici une prétention scientifique, mais qui n'a pas de fondement en réalité. Alors cette idée de non-réductionnisme a été présentée sous une autre forme, qui a eu beaucoup de succès, par un philosophe australien qui s'appelle David Chalmers, qui distingue les problèmes faciles et difficiles. Alors que dit-il ? Eh bien qu'il existe des problèmes faciles qui correspondent en fait au monde objectif, c'est-à-dire ce qui est, comme la lumière, les neurones, l'information éventuellement, et donc tout ce qui se passe dans le cerveau avec la lumière au début, puis des neurones récepteurs de la rétine, puis des réseaux de neurones dans le cerveau, et je vous ai montré les différentes aires qui s'en occupaient, etc. Ça, pour lui, ça relève entièrement de l'activité scientifique objective et donc facile. Par contre, il y a ce que je vous ai dit qu'on n'était pas capable de réduire, c'est-à-dire le monde subjectif, ce que ça nous fait, par exemple, que de voir, ce que les philosophes appellent les qualia, en l'occurrence, et là, c'est un problème difficile. Pourquoi difficile ? Tout simplement parce que entre le monde objectif et le monde subjectif, il y a une brèche que d'autres appellent un fossé, voire un gouffre explicatif,
et qu'on n'est pas capable de franchir véritablement d'un point de vue scientifique. Et c'est ça l'origine du problème de la conscience. Donc lui-même, Chalmers soutient l'idée d'un univers à double aspect, où partout où il y aurait de l'information, même sous une forme extrêmement simple, il y aurait également de l'expérience au sens de subjectivité. Alors ça, c'est une idée, en fait, qui, sous une forme ou sous une autre, sous-tend tous les travaux des scientifiques contemporains. Autrement dit, quand on pose la question, est-ce que le cerveau engendre la conscience? Pratiquement tout le monde dans le domaine scientifique va vous répondre oui. Si vous lisez les livres d'un neurobiologiste comme Stanislas Dehaene ou d'un physicien qui s'intéresse beaucoup aux problèmes d'information, de transhumanisme, etc., comme Max Tegmark, vont vous répondre « Oui, le cerveau engendre la conscience », tout simplement parce que c'est exactement comme un circuit électrique. Vous avez un circuit électrique, vous branchez les deux bornes, le courant électrique circule et allume la lampe. Et de la même façon, si vous faites circuler de l'information dans un cerveau qui soit naturel et artificiel, à condition qu'il soit bien construit, bien sûr, vous allez engendrer la conscience. Cette idée, elle est à peine discutée actuellement, mais il faut savoir que les grands anciens n'étaient pas du tout de cet avis, et je vais vous en citer deux, William James et Henri Bergson. Alors le cas de William James est particulièrement intéressant, parce que si vous lisez les neuroscientifiques contemporains, vous verrez qu'ils tous pratiquement citent William James comme le grand fondateur de la psychologie scientifique, etc. Personnalité extrêmement respectée. Ce qu'ils ne savent pas, en général, c'est que William James était également, comme on le disait à l'époque, un psychiste, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup intéressé à la métapsychique. Et comme on l'a vu ce matin, c'était également le cas de Henri Bergson. Mais la différence, c'est que William James, lui, a écrit sur son sujet, et donc il n'a jamais fait mystère de son intérêt pour le sujet. Et donc l'idée de James et de Bergson est qu'en réalité, le cerveau ne crée pas la conscience, mais il en est simplement le récepteur, en ce sens que le cerveau, selon eux, filtrerait une vaste réalité mentale extérieure en la réduisant et en la rendant en fait compatible avec notre existence quotidienne et en la limitant. Alors en fait, il est impossible de différencier d'une manière expérimentale les deux thèses actuellement, donc elles restent des hypothèses, l'une étant majoritaire et l'autre extrêmement minoritaire. Je vais me contenter de donner quelques exemples du fait qu'on peut interpréter certains phénomènes de façon plus naturelle dans le cas de la thèse de James Bergson. En particulier, le rêve ordinaire. Alors, je ne vais pas insister sur la science du rêve, avec les trois personnalités ici qui ont permis d'objectiver l'existence du rêve à partir des années 60-70. Avant, c'était des phénomènes purement subjectifs, mais eux ont été capables de l'objectiver. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la capacité cosmogénique de l'esprit, c'est-à-dire du rêve, c'est-à-dire sa capacité à créer des mondes. Et dans cette perspective, on voit que la question qui se pose, c'est non pas pourquoi nous rêvons de temps en temps, mais pourquoi nous ne rêvons pas tout le temps. En fait, tout se passe comme si notre perception habituelle était en fait un rêve, mais contraint par les organes des sens. Donc vous voyez le rapport avec James Bergson. Autre exemple encore plus fréquent de rêve, c'est le rêve lucide. Parce que dans ce cas, les images produites par le rêve deviennent d'un réalisme énorme, si vous voulez. Donc le rêveur a vraiment l'impression d'une réalité tout à fait tangible, presque comme dans la réalité habituelle. Les expériences de mort imminente peuvent fournir également un exemple frappant à l'appui de la thèse de James Bergson. Bon, il faut savoir que c'est l'objet de travaux scientifiques de la science orthodoxe actuellement, non pas comme voyage au pays des morts, bien sûr, puisque les sujets ne sont jamais morts, puisqu'ils sont revenus nous raconter leurs histoires, mais au titre d'expériences remarquables permettant de mieux comprendre certains aspects de la conscience. Alors en particulier, il existe un groupe à Liège autour de Steven Lorez qui a fait une très intéressante publication en 2013 sur ce sujet, avec les deux premiers auteurs qui sont les deux jeunes femmes qui sont là, et qui ont comparé les souvenirs de comateux
et de non comateux, certains ayant eu des émis et d'autres pas, sur différents critères comme la clarté sensorielle de leur expérience, de lieu et du temps où ils étaient, leur propre clarté mentale, c'est-à-dire capacité de raisonner pendant l'expérience, l'intensité des émotions ressenties. Et dans tous les cas, ils ont montré que les expériences de mort imminente donnaient lieu à des souvenirs extrêmement vifs, 2 fois plus vifs, vous voyez, suivant les notes, que les autres expériences mémorielles plus habituelles. Et je les cite ici, ils disent « Le souvenir d'une émie est très exceptionnel, il dépasse tous les autres, est très chargé en émotions, très personnel, plus réel que la réalité. » Donc ça pourrait être une bonne illustration de la thèse. Alors 2 mots simplement pour relier maintenant conscience et psy. Je n'insisterai pas sur les liens négatifs, puisque ni la conscience ni le psy n'ont vraiment de place dans le cadre de la science actuelle. Donc ça, c'est les liens négatifs qui existent entre eux. Mais également, on peut quand même essayer de trouver des liens positifs dans la mesure où il existe tout un continuum entre les états de conscience parfaitement reconnus comme la veille, le sommeil, le rêve, sont les 3 états principaux que personne ne discute plus, et tous les autres, à commencer par les rêves lucides, les expériences de mort imminente, mais aussi les problèmes de mémoire et d'éthique, qui sont des mémoires exceptionnelles, les personnalités multiples, ce qui relève de l'hypnose, la médiumnité, etc. Vous voyez toute une gradation d'expériences subjectives qui lie en fait des expériences ordinaires et d'autres qui relèvent du psy et de la parapsychologie. Donc pour conclure, je dirais une première chose, qu'il est peut-être dangereux de parler trop facilement de la conscience, qu'il serait peut-être plus prudent de parler des états de conscience, qui permet d'avoir une vision un peu plus large. Une deuxième chose, à mon avis, c'est que le réductionnisme scientifique a été très utile dans le passé, il l'est toujours, il le continuera de l'être à l'avenir, mais il faut comprendre qu'il atteint ses limites pour certains problèmes, comme celui de l'étude de la conscience. Dans ce cas-là, il devient plutôt un frein à l'étude scientifique et à la diversité des états de conscience. En fait, si on y réfléchit, on s'aperçoit que la conscience, c'est un problème qui est encore plus paranormal que le psy, puisque c'est quelque chose que vous pouvez éprouver de manière ordinaire et quotidienne, alors que le psy relève toujours de l'exceptionnel. Voilà, je vous remercie. Alors, là-bas, il y avait des questions. Moi, j'ai une question sur la notion de conscience et la définition de conscience. Vous avez mentionné Michel Bilbol. Je pense que ce qu'il montre aussi très clairement, c'est que la notion de conscience qui est mobilisée par les neurosciences, c'est une définition réflexive de la conscience. Et ce qu'il lui met en avant, c'est aussi un niveau primaire ou phénoménal de la conscience, non réflexif. Et je pense que ça mériterait d'être cité, parce que quand on parle de conscience en neurosciences, on est déjà sur des fonctions réflexives. Même si on est sur le challenge de devoir inclure des fonctions non conscientes, on est quand même, la base des réflexions, c'est cette notion réflexive. Or, il y a tout ce niveau de conscience phénoménale qui convient de nommer, je ne sais pas. Tout l'argument qui était monté par Chalmers est basé sur le qualia, qui n'est pas du tout réflexif, c'est le niveau le plus basique de conscience. Mais ça, c'est un niveau d'argumentaire. Non, mais je suis d'accord avec votre remarque. Les scientifiques souvent utilisent des définitions qui les arrangent pour faire leur manip et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il faudrait de manière idéale. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer par le fait. La conscience, c'est le vécu, ce que ça nous fait. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle techniquement la conscience phénoménale. Voilà, quand on sait que le psy est sûrement beaucoup plus relié à ce niveau de conscience qu'au niveau de conscience réflexif ou cognitif, c'est donc important de nommer qu'il y a en deçà de tout ce niveau de confiance qui se donne dans l'instant, qui est cette expérience continue, en fait, mais qui est hors espace-temps quelque part. Oui. Si je peux ajouter un truc, c'est très compliqué. En fait, la conscience, quand on dit conscience, c'est vrai qu'on est beaucoup trop généraux, parce qu'en fait, il y a des états de conscience, il y en a une vingtaine, et puis dans la conscience, en fait, on peut découper en plein de petits modules différents, en fait. Il y a un résultat qui est très intéressant actuellement, c'est qu'on se rend compte que la conscience n'est pas liée au cortex. Pendant très longtemps, on a cru que la conscience était quelque chose qui émergeait avec les niveaux les plus élaborés du cerveau.
Et en fait, on sait maintenant que ça n'est pas nécessaire. Donc il y a des formes primaires, ce qu'on appelle les formes primaires de conscience, qui sont présentes chez des sujets qui n'ont quasiment pas de cortex, par exemple. Donc ça change beaucoup de choses d'un point de vue théorique.